Bonjour à tous, merci de votre présence. Alors, c'est l'histoire d'un tout jeune Breton qui dit un beau matin à sa grand-mère: un jour je serai amiral et j'irai à Tahiti. Il faut toujours prendre les rêves d'enfant au sérieux. Depuis ses années de formation à l'école navale jusqu'au plus haut sommet de l'État, c'est un parcours hors norme qui conduit notre invité tour à tour aux responsabilités opérationnelles, aux états-majors, aux fonctions stratégiques où l'on prépare les décisions bien en amont des théâtres d'opération. Mais c'est aussi un parcours profondément humain, traversé par la camaraderie, les valeurs du service public, le goût de l'engagement collectif et puis la fidélité à une certaine idée de la France. Et puis il y a ce tournant en 2016, sa nomination comme chef de l'état-major particulier du président de la République François Hollande, puis auprès du président de la République Emmanuel Macron jusqu'en 2020, une fonction essentielle où il devient l'interlocuteur direct du chef de l'État pour toutes les questions de défense, dans une période souvent complexe pour nos armées, marquée par les attentats, les opérations extérieures et les mutations stratégiques du monde contemporain. Nous avons la chance et l'honneur d'accueillir non seulement un grand marin, mais aussi un témoin privilégié de notre époque qui nous prouve, s'il en était besoin, que oui, il faut toujours croire au sérieux des rêves d'enfants. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir l'amiral Bernard Rogel. Alors, amiral, vous intervenez aujourd'hui sur le thème des nouveaux enjeux stratégiques. Alors, évidemment, la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, la montée des populismes en Europe, les nouveaux rapports de force des grandes puissances, tout ça, évidemment, sont et les stratégies qui en découlent n'auront pu échapper à votre analyse. Nous avons hâte de vous écouter. Je vous laisse la parole. Merci, madame, de ce portrait trop flatteur. C'est vrai que quand j'étais très jeune et que j'avais dit à ma grand-mère que je voulais être amiral et aller à Tahiti, ça avait semé un certain trouble dans la famille, puisque oui, on n'avait aucun officier dans la famille, et donc ça paraissait pour un rêve assez inatteignable. Et quand je vais aujourd'hui dans les lycées pour leur expliquer ce qu'est le monde et ce que n'est pas le monde d'aujourd'hui, le premier message que je leur passe, c'est qu'il faut toujours croire en soi et croire aux autres, qui est aussi une caractéristique de mon métier de sous-marinier, puisque comme c'est un métier où finalement on est très tenu par quelque chose qu'on appelle l'esprit d'équipage. Alors aujourd'hui, je vais essayer de donner des décryptages de notre monde, parce que il apparaît qu'en réalité, on est dans un monde qui bouge énormément, qui bouge sur tous ses axes, vous l'avez rappelé dans votre introduction, et qu'on pourrait croire que nous sommes dans une grande période de désordre mondial. Je fais partie du comité stratégique de l'Institut français des relations internationales, et hier nous avons une réunion, et on s'est un peu frotté entre nous, certains disant mais c'est un désordre, ça n'en finit plus de bouger. C'est moi, au contraire, je prétends que ce n'est pas un désordre, mais un nouvel ordre mondial qui se met en place, et un nouvel ordre mondial qui doit nous amener à réfléchir sur tous nos modèles, puisque nos modèles ont été terminés, je sais, et en train de rentrer dans une autre époque, là où, conscient de ce changement, il faut pour autant ne pas être trop inquiet et en tout cas continuer à croire dans notre capacité. C'est-à-dire que venir dans votre maison aujourd'hui, c'est vraiment la plus belle démonstration que je pourrais faire. Je, je le dis aussi lorsque je vais à Cherbourg et qu'on visite le chantier des sous-marins nucléaires, mais nous avons en France des joyaux, nous avons du talent, nous avons de l'énergie, et ce qu'il nous faut maintenant, c'est la volonté d'aborder ce nouveau monde. Alors, si vous le permettez, alors d'abord, je voudrais dire que ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça ne sont pas des certitudes. Ce sont des convictions que j'ai acquises tout au long de ma vie, et singulièrement dans ces 20 dernières années, lorsque je commandais les opérations interarmées à l'état-major des armées, lorsque j'ai été ensuite chef d'état-major de la marine, puis chef d'état-major particulier
de président où on a vu vraiment ce monde se transformer et où on a commencé à prendre les premières mesures d'adaptation. Alors, pour commencer, je voudrais faire juste un petit retour en arrière parce qu'il est toujours bien utile de se rappeler d'où on vient pour savoir où l'on va. Quand je suis rentré dans la marine, il y a un certain nombre d'années, en 1976, nous étions en pleine guerre froide. Et nous étions dans un monde qui était stratégiquement très compréhensible. Finalement, c'était un monde bipolaire, deux blocs importants s'affrontaient, l'OTAN d'un côté, l'Union soviétique et le pacte de Varsovie de l'autre. Et donc, vous étiez dans le camp des bons et des méchants. La qualification de bons et méchants dépendait naturellement de quel côté du mur vous trouviez. Mais c'était un monde qui était stratégiquement simple. Pour autant, c'était un monde, et les gens de ma génération qui sont rentrés dans les armées à ce moment-là se rappellent que c'était un monde où la guerre était présente, où la guerre façonnait nos manières d'être, en particulier dans les armées, et nous étions également sous une menace nucléaire. Je me souviens de cette période, c'était un marquage, moi j'étais sous-marinier en plus, donc c'était un marquage des sous-marins soviétiques permanents, chacun se marquant pour savoir où était l'autre et protéger ses intérêts. Donc on était vraiment dans des frottements durs, parfois durs, avec certaines prises de risques, mais en tout cas avec ce sentiment que la guerre pouvait arriver, qu'une crise nucléaire profonde, on en a eu une démonstration en 1962 avec la crise de Cuba, et que la crise nucléaire pouvait arriver. Ce monde-là, il a continué dans les années, allez, je veux dire 90-95, et là, il y a eu une profonde transformation qui a été la chute non pas du mur de Berlin, mais la chute de l'Empire soviétique. Là, changement de modèle complet, et pour les gens qui étaient en activité dans les années 90, ça a été un grand mouvement de soulagement. Finalement, il n'y a plus de menace existentielle sur l'Europe, ni sur l'Occident. Une autre période qui n'est un affrontement de bloc contre bloc, mais qui était, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un monde multipolaire, unipolaire, mais en tout cas un monde où on avait une domination, ou au moins un avantage conséquent en termes économiques, en termes technologiques, en termes militaires. Donc un changement structurel profond dans l'approche stratégique avec une information importante. La première, qui n'est pas militaire, c'est la transformation de l'effet de la mondialisation. Quelque chose qui a été porteur. On s'est servi de cette période de paix. Il continue à avoir des crises, et je suis bien placé pour le savoir. Mais en tout cas, vu de l'Occident, on est rentré dans cette période de mondialisation où on utilisait les trois espaces communs, la mer, l'espace exo-atmosphérique et le cyberespace, pour transférer des biens et des données d'un bord à l'autre du monde, ces trois espaces étant des espaces de liberté qui étaient peu militarisés, qui avaient un droit assez contestable en réalité, en tout cas pas de droit, et qui avait la particularité, c'est que finalement on pouvait se mouvoir d'un point à un autre sans aucune entrave. Donc cette période de mondialisation, finalement, c'était la structuration du monde comme un grand marché global, et avec des gens à l'époque qui expliquaient que comme les nations allaient devenir interdépendantes en termes économiques, eh bien, les conflits allaient disparaître. Vraiment, ces années 95, c'était, il y a la fameuse phrase des dividendes de la paix, mais ça allait beaucoup plus loin. C'était vraiment en disant, ça y est, le monde est rentré dans une époque de paix. Ce qu'on a vécu est, en termes de défense, ça a eu des conséquences assez immédiates. D'abord avec la suppression du service national, qui a été un des grands marquants pour les armées, puisque évidemment les armées ont diminué assez rapidement, mais c'était surtout parce que, encore une fois, l'idée de la guerre avait terminé. Plus personne ne croyait qu'il y aurait une menace existentielle à nos frontières. Et finalement, c'était la disparition du concept de nation en armes. La deuxième conséquence militaire, c'est que les budgets sont passés de 5% au moment de la guerre froide
à 1,35% en 2010. Donc, alors qu'aujourd'hui, quand j'entends les commentaires sur 1,30, puis 2, puis 3, puis peut-être 5, finalement, c'est un retour à la avec une prise en compte du réarmement du monde. Mais on avait en tout cas des armées qui se sont transformées petit à petit, encore une fois, parce qu'il n'y avait plus de menaces existentielles. On a quand même pris la préfecture. Bien fait. Mais en tout cas, les armées se sont transformées en corps expéditionnaires dont le format s'est réduit de livre blanc en livre blanc. Encore une fois, on était dans cette espèce de ce que je qualifie volontiers d'assoupissement stratégique de l'Europe. Alors le problème, c'est que pendant que nous nous assoupissions stratégiquement, le reste du monde commençait à se réarmer. Je voudrais simplement dire ce que j'étais en 1980 à l'école de guerre. Et à l'école de guerre, on faisait venir des stratégies, vous expliquer ce que serait le monde de demain. 2 points qui ressortaient. Le premier point, c'était jusqu'à où la Russie va-t-elle se désintégrer? Jusqu'à où la Russie, en 1995, ce n'était pas il y a 50 ans, il y a 100 ans. On était dans un monde où on disait, mais la Russie ne reviendra plus jamais. 1995. Deuxième chose qui m'a frappé en 1995, c'est que tout le monde considérait qu'elle allait monter en puissance économiquement, mais qu'elle n'aurait pas des velléités, en tout cas stratégiques ou militaires, de devenir une puissance mondiale. Donc, un monde, finalement, période de 1995, 2010, 2015, finalement, un monde où on se pensait en paix, un monde où la défense est passée du statut de première raison d'être de l'État, comme le rappelait le général de Gaulle dans son discours de Bayeux. Donc, il est passé du statut de première raison d'être de l'État à celui de mal budgétaire nécessaire. Et c'est comme cela que les chefs d'état-major de ma génération l'ont vécu. En disant, autant de missions et vous nous réduisez, mais le politique et la société, parce que c'était là, n'avait pas cette vision d'un possible retour ce monde-là, ou en tout cas ce système, c'est driver les relations internationales depuis la fin de la guerre froide. Il faut être persuadé d'une chose aujourd'hui, c'est que ce monde-là est derrière nous. Alors, c'est facile à dire aujourd'hui, je le disais déjà il y a 5 ans, mais on voit bien que le monde est agité par un certain nombre de ruptures qui peuvent, comme je le disais tout à l'heure, qui peuvent être compliquées à analyser, compliquées à prendre, mais qui en réalité se rangent assez facilement dans des cases, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui. La première rupture, c'est le retour des stratégies de puissance. J'ai mis sur cette planche un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement que j'ai pu fréquenter aux côtés des présidents de la République. Celui qui a sans doute bouleversé, alors vous avez à peu près tous les types d'agitateurs de puissance, si je puis dire, sur cette planche. Ils n'ont pas tous les mêmes politiques, mais en tout cas, il y a un point commun, c'est que tous veulent le retour des politiques de la force et du fait accompli au détriment du multilatéralisme et du dialogue. Celui qui a, de mon point de vue, et j'étais là lorsque il s'est échangé le premier coup de téléphone entre le président Hollande et le président nouvellement élu américain, celui qui a été extrêmement perturbant, en tout cas pour les Européens, évidemment Donald Trump. C'est évidemment Donald Trump pour une raison bien simple. Mais que Donald Trump est arrivé, il a remplacé tout simplement les relations internationales par des relations commerciales. Et ça, c'était très frappant lorsqu'il y a eu ce premier échange entre le président Hollande et le président Trump. C'était de voir que finalement, ce système diplomatique, ce système de relations internationales où on parlait beaucoup par circonvolution, de manière très frottée,
très feutré, pardon, et ben, on est arrivé à un autre système qui était la confrontation assez dure. Dans l'attitude de Donald Trump, ça m'avait tellement marqué ce changement finalement que je m'étais précipité sur un livre écrit en 1987 qui s'appelle The Art of the Deal. Si vous avez l'occasion de lire ce bouquin, vous avez le système de décryptage de Donald Trump. Et alors, je pousse très très fort, je mets la barre très très haut, je surmédiatise toutes les affaires, et puis à la fin, je fais plier mon... Le président Trump n'a pas d'alliés, mais pas dans son mental. Il a des partenaires ou des concurrents. Les partenaires, d'ailleurs, peuvent être partenaires sur un plan et concurrents sur l'autre. Alors, le problème, si vous voulez, quand on fait ça, c'est que comme les États-Unis étaient devenus le principal régulateur mondial, si je puis dire, la seule puissance mondiale militaire, eh bien, il a en quelque sorte encouragé les autres à faire pareil, et en se disant finalement pourquoi s'occuper du droit international, puisque le premier d'entre nous, le président des États-Unis, le suit plus. Et on a vu comme ça un certain nombre alors que dans la période précédente, l'ONU avait un rôle, alors certains peuvent toujours marché, c'est vrai, ça n'a pas marché en particulier lors de l'attaque des États-Unis contre l'Irak en 2003, où la France s'est opposée, et où donc ça n'a pas permis d'avoir un consensus à l'Organisation des Nations Unies, mais bon an, mal an, cette Organisation des Nations Unies, elle marchait plutôt bien. Alors on peut y mettre tous les défauts qu'on veut, les droits de veto, etc., mais au moins il y avait un dialogue. Il y avait un dialogue qui s'instaurait. Aujourd'hui, l'ONU peine à se faire entendre, très clairement. Et ce sont j'allais dire, je ne vais pas dire le mot d'agitateur, c'est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas, ces nouveaux chefs d'État, la manière dont ces chefs d'État envisagent les relations internationales, qui ont pris le pas. Alors, la question qu'on peut se poser derrière, c'est quand est-ce que ce mouvement a eu lieu? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a quitté la période de la mondialisation heureuse, en tout cas vue de l'Occident, c'est-à-dire une période sans guerre, sans menace, et avec le moyen de faire du commerce avec tout le monde. Alors certains, évidemment, c'est 2022, c'est l'invasion de la Russie, pardon, la, l'Ukraine par la Russie. En réalité, le major de la marine ou chef d'état-major de la marine, on peut discuter entre 2010 et 2014. Là, on avait un certain nombre de signaux faibles à l'époque, comme les politiques de fait accompli de la Chine dans les îles de mer méridionale. Ce que vous voyez là, c'est un des îlots des îles Paracel, qui était en 2009 un îlot désertique et sans aucune infrastructure, et qui, de fil en aiguille, de 2015 jusqu'à 2018, sont devenus de véritables bases avancées de la République populaire de Chine en mer méridionale. Et ça, c'était déjà la première version de politique de fait accompli, puisque ces îlots étaient contestés par beaucoup de nations, et j'y reviendrai tout à l'heure, par beaucoup de nations de l'Asie-Pacifique. Deuxième signal qui était plus un signal faible, qui commençait à devenir un signal fort, évidemment, l'invasion, alors j'ai mis les affiches de propagande russe de l'époque, l'annexion pure et simple de la Crimée en 2014 par la Russie. Et puis j'ai rajouté la situation au Proche-Orient, parce que c'est aussi quelque chose qui est curieux. Quand on regarde ces trois plans, enfin ces trois images du bas, que ce soit en mer de Chine, que ce soit en Crimée et désormais en Ukraine, ou que ce soit dans les échanges de centaines de missiles balistiques et de croisières entre Israël et l'Iran, vous remarquez que jamais le mot guerre n'est employé. On se fait la guerre, mais on n'emploie pas le mot guerre. Ici, c'est une exploitation comme l'appellent les Chinois. Ici, c'est une opération spéciale. Et ici, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, on en est dans une période qui n'est pas une période de guerre, à s'échanger un nombre de missiles, de missiles de assez conséquent.
Ce retour des stratégies de puissance, il a 3 effets. Le premier effet, c'est une érosion assez considérable des traités internationaux. Alors, je vous ai mis, je ne vais pas tous les détailler, parce que sinon ça va être trop long, mais il y en a certains qui sont intéressants. D'abord, ce sont l'abrogation ou la suspension des traités bilatéraux entre, entre la Russie, tout ce qu'on voit ici, là, entre la Russie et les États-Unis. Alors, on pourrait se dire, finalement, l'érosion de ces traités bilatéraux, c'est d'abord les frictions liées à la guerre d'Ukraine. Mais en fait, ça a commencé bien avant, alors après l'annexion de la Crimée, mais bien avant l'invasion de l'Ukraine, puisque on voit que ces traités sont tombés en 2021, 2019, etc. Et ça s'explique par quelque chose qui n'est pas lié à la guerre d'Ukraine. Ça s'explique par le fait qu'il y a un troisième larron nucléaire qui rentre dans le jeu, qui a quitté le domaine de ce qu'on appelle le domaine de la stricte suffisance, et qui s'appelle la Chine. Et donc ces deux nations-là, et ça fait partie des stratégies de puissance, les deux nations russes et américaines se sont dit, mais pourquoi on est en train de se lier les mains alors qu'il y a un troisième avec lequel on n'a aucun traité et qui est en train de grapper, y compris d'ailleurs sur les missiles nucléaires intermédiaires, qui a été d'ailleurs un des déclencheurs de Donald Trump lorsqu'il s'est retiré du traité des forces nucléaires intermédiaires. Un autre qui est intéressant, c'est le mémorandum de Budapest, qui avait été signé en 1994 et qui était un accord entre 3 anciennes puissances nucléaires, la Biélorussie et l'Ukraine, et la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie, pardon, bien sûr, et qui disait en l'occurrence, les premiers, donc Kazakhstan, Biélorussie et Ukraine, rendent les armes nucléaires soviétiques, et en contrepartie, les 3 pays, Grande-Bretagne, Russie et États-Unis, garantissent leurs frontières. On voit ce que ça donne aujourd'hui. Les Russes ne l'ont pas garanti et les Américains commencent à flageoler. Donc on voit bien que, alors je pourrais multiplier les exemples sur le traité iranien, ce qu'on appelle le JCPOA, qui est donc le traité pour limiter l'accès de l'Iran aux armes nucléaires. Alors celui-là, je ne l'ai pas gratifié d'une croix, mais d'une bouée, parce qu'on essaye de le sauver. On a le traité de Montego Bay sur les espaces maritimes qui est régulièrement bafoué aujourd'hui. Et puis on voit arriver, et ça c'est très récent, des questionnements de certains pays qui avaient signé la Convention sur les mines antipersonnelles, qui commencent à dire « mais moi je vais m'en retirer ». Je rappelle d'ailleurs que ni la Russie ni les États-Unis n'avaient signé cette convention. Donc on voit bien qu'il y a une érosion des traités, et ça c'est assez embêtant parce que ça veut dire qu'un État qui signe un traité aujourd'hui, eh bien, il peut se dire, dans 5 ans, je déchire le traité, je le mets à la poubelle et puis on part sur autre chose. Donc ça déstructure, si vous voulez, les relations internationales. Deuxième conséquence de ces stratégies de puissance, c'est le retour du nucléaire dans le langage stratégique. Le nucléaire avait, je ne vais pas dire qu'il avait disparu, mais en tout cas, il était abordé de manière assez feutrée après la fin de la guerre froide. Je rappelle qu'il y a eu un effort extrêmement considérable de désarmement qui a marché, puisqu'on est passé pendant la guerre froide de 50 000 têtes nucléaires, on doit être à 10 000 déployées aujourd'hui. Donc il y a effectivement eu une descente du nombre de têtes. Mais on voit aujourd'hui que le nucléaire revient et revient de mauvaise manière. C'est-à-dire que M. Poutine, aujourd'hui, qui brandit son arme nucléaire toutes les 10 minutes dès lors que ses armées sont en difficulté, eh bien, il mélange dangereusement dissuasion et intimidation. Il sort de la dissuasion, qui est de dire, qui a pour but d'empêcher une guerre, à une autre méthode qui est celle de l'intimidation. Alors les stratégistes appellent ça la sanctuarisation agressive, mais en tout cas c'est embêtant parce que finalement, si on était l'Iran ou la Corée du Nord, on dirait mais finalement ça marche. Ça marche ce qu'il est en train de faire, puisque l'OTAN n'intervient pas en Ukraine. Donc pourquoi est-ce que nous, on ne va pas vers le nucléaire? Et donc, un effet possible sur la prolifération, et à mon avis, c'est un des sujets majeurs
au-delà même de est-ce que la Russie, je viendrai tout à l'heure, est-ce que la Russie est une menace ou pas, c'est un des sujets majeurs, cette prolifération nucléaire, parce que vous imaginez bien que si la Corée du Nord, alors il faut qu'ils arrivent à minuter leurs armes pour les mettre sur les missiles, ils n'y sont pas encore, et si un jour ils y arrivent, pas des pays comme la Corée du Sud, le Japon aujourd'hui, je note que le sujet n'est plus tabou. Il commence à parler de dissuasion nucléaire au Japon. Si on m'avait dit ça il y a 20 ans, j'aurais dit, mais c'est totalement impensé, ça n'arrivera jamais. Aujourd'hui, au Moyen-Orient, si l'Iran, fort à parier que l'Arabie saoudite la vaudra. L'Arabie saoudite qui est très liée avec le Pakistan, qui est déjà un État nucléaire. Si l'Arabie saoudite l'a, la Turquie vaudra. Donc on a qu'il faut surveiller et sur lequel il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République, dans son discours du 7 février 2020 devant l'école de guerre, avait appelé à multilariser les traités de désarmement nucléaire pour justement éviter qu'on parte dans un système non contrôlé. Le troisième, je reviendrai un peu après, la troisième conséquence, c'est de ce stratégie. C'est un réarmement mondial absolument colossal. Alors, je voudrais revenir sur un certain nombre de grands acteurs. D'abord, pour répondre à une question que tout le monde se pose aujourd'hui, qui est est-ce que la Russie est une menace pour l'Europe? La réponse est oui. Et ça, c'est mon expérience qui parle. Et je vous ai mis sur cette planche euh, euh, toutes les agressions quotidiennes à laquelle se livre la Russie. Le début de ces agressions, je les situe, moi, de mon expérience, vers 2009. Mais c'est d'abord la menace nucléaire, encore une fois. C'est les empoisonnements chimiques. Alors là, j'ai mis l'affaire Skripal dont tout le monde se souvient, c'est-à-dire les tentatives d'élimination d'un ex-agent du GRU qu'ils ont laissé faire au régime de Bachar el-Assad avec l'utilisation en Syrie. C'est aussi, et beaucoup, tout ce qui est intelligence artificielle, cyber, etc. Aujourd'hui, il y a des attaques cyber. Ce qui est un peu différent, c'est que lorsqu'on a lancé le mouvement du commandement cyber à l'état-major des armées, c'était les attaques cyber russes et chinoises. Les attaques cyber russes et chinoises concernaient essentiellement les infrastructures étatiques. Les industriels qui étaient attaqués à des fins de captation. Aujourd'hui, c'est la société et l'État qui sont attaqués. C'est-à-dire que les progrès numériques, les progrès de l'intelligence font qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'État qui est attaqué, mais chacun d'entre vous qui peut être attaqué demain d'une manière cyber assez violente. Ce n'est pas de la menace physique, mais c'est de la menace numérique, si je puis dire, et on peut déstabiliser une société complètement avec ça. Et les Russes sont magnifiques. Ils ont ce qu'on appelle des usines à trolls, donc des multiplicateurs d'effets à la fois sur le cyber et puis sur quelque chose qui est leur spécialité, qui est la manipulation de l'information. Cette manipulation de l'information, ça va devenir extrêmement compliqué à contrer avec l'intelligence artificielle. C'est un des axes d'effort actuellement du secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale. Je voudrais rajouter aussi que depuis quelques années, les attaques contre la Géorgie, contre ce qu'ils appellent la République séparatiste du Donetsk, que nous appelons la Transnistrie, plus la Crimée, etc. Je pourrais en rajouter toutes les manœuvres que font leurs milices en Afrique, en particulier en Afrique, pas seulement, mais en particulier en Afrique, avec une tentative de décrédibilisation de nos pays occidentaux. Donc oui, la Russie est une menace pour l'Europe. Est-ce qu'elle va arriver demain sur les Champs-Élysées? J'espère que non. Ce serait remettre en cause tout notre système militaire et en particulier notre dissuasion.
soient capables, mais ils ont besoin de ça pour être agressifs. Alors, pour vous donner quelques, quelques rapports de force, j'ai essayé d'isoler. Alors, ne prenez pas les chiffres à la lettre, parce que c'est des chiffres grand public, donc, mais en tout cas, les ordres de grandeur sont les bonnes. Quand on met sur deux colonnes la Russie d'un côté et l'Europe de l'autre, alors l'Europe dans laquelle j'ai eu la faiblesse de mettre le Royaume-Uni et la Norvège, bah, finalement, on s'aperçoit qu'on n'est pas si ridicule que ça en capacité militaire. Et quand je dis on n'est pas ridicule, on est largement à la hauteur. Alors, il y a un où ils ont effectivement beaucoup plus que nous, c'est les têtes nucléaires. Mais enfin, entre la Grande-Bretagne et la France, nous avons 500, de quoi assurer la garantie de dommages inacceptables s'ils ils nous attaquaient. Donc, on n'est pas démunis. Ça répond à la question, et si demain les Américains retiraient une partie de leur force d'Europe, je vous dirai tout à l'heure que ça n'est même pas une question, ça va devenir une affirmation, les Américains vont retirer une... on a des capacités, en tout cas suffisantes. Je voudrais aussi rappeler qu'aujourd'hui, on estime que... Alors, 90 000, c'est les comptages très clairs documentés. 180 000, ce sont les comptages ukrainiens. Ils ont perdu aujourd'hui alors on va prendre un poids moyen comme d'habitude, ils ont perdu près de 150 000 hommes en tués. Hein. Je ne parle même pas des blessés. Ils ont perdu 150 000 hommes en Ukraine. Quand vous rapportez ce chiffre de leur défense, et en se rappelant qu'ils ont aussi une côte pacifique à défendre, ça veut dire qu'ils ont perdu 10% de leur armée tuée. Ils ont perdu également en Ukraine 50% de leur matériel militaire terrestre. Donc ils sont affaiblis. Ils sont affaiblis. Et pour répondre à la question, est-ce que demain on aura une attaque russe sur l'Europe? Je pense pouvoir vous affirmer que non. Avec Poutine, tout est possible, comme avec Trump. Mais en tout cas, il ne serait pas en position de force pour le faire. Donc ça c'est bien, entendez bien, c'est bien la partie sans les États-Unis d'Amérique. Juste un dernier graphique sur la Russie. Eh bien, c'est la montée assez considérable de leur effort de défense. Rendez-vous compte, en 1980, là où on se disait tout à l'heure, est-ce que la Russie va renaître de ses cendres? Ben, ils étaient à un budget de la défense qui était autour de 9 milliards d'euros. Ils étaient en 2023 à 109 et en 2025, ils sont à 126 milliards d'euros. Donc on voit qu'il y a un effort considérable d'armement, mais qui passe d'abord par la de toutes les capacités humaines, matérielles qu'ils ont perdues en Ukraine. Il ne faut pas les sous-estimer. Moi, dans le domaine que je connais bien, ils ont des sous-marins qui sont très performants et qui reviennent à la mer, en tout cas pour leurs sous-marins nucléaires d'attaque, avec un niveau de performance assez exceptionnel. Donc il ne faut pas les sous-estimer, mais il ne faut pas les surestimer non plus. Alors, évidemment, l'attention européenne, elle est fixée aujourd'hui sur la Russie, mais en réalité, ce qui va structurer le monde de demain, c'est notre compétition, que j'ai voulu illustrer sur ce graphique, qui est la entre les Amériques et la Chine, et elle ne sera pas seulement une compétition militaire, vous remarquerez que je ne parle pas encore de confrontation, je parle de compétition, mais en tout cas avec une compétition qui se renforce dans les domaines économiques, technologiques, je reviendrai, qui est un facteur et militaire. Alors, ça a une conséquence directe sur nous. On pourrait se dire, mais tout ça, c'est très lointain. En réalité, ce n'est pas si lointain que ça. Et je rappelle que sur cette confrontation, qui va être une confrontation entre deux thalassocraties, c'est-à-dire entre deux marines d'abord, puisque le ring de boxe, eh bien, nous avons dans l'Indo-Pacifique. Je reviens sur la mondialisation. La mondialisation, elle a effacé l'approche géographique des... Exemple tout simple pour appuyer ce que je dis.
Taïwan, aujourd'hui, c'est 60% des microprocesseurs mondiaux, c'est 90% des microprocesseurs évolués dans le domaine de l'intelligence artificielle. Si demain, comme le prédisent les Américains aujourd'hui, 2027 ou 2029, la Chine envahit Taïwan, c'est tout le marché des microprocesseurs qui est mis en danger. Et celui-là, il nous touchera directement. Et je pourrais multiplier comme ça en vous disant, c'est pas parce qu'une menace est lointaine qu'elle aura un impact faible sur nous. Ça n'est plus vrai du fait de la mondialisation. Je reviens à ma confrontation entre les États-Unis et la Chine. Ça a une conséquence, et ce que je vous disais tout à l'heure, quelle que soit la décision de M. Trump de rester dans l'OTAN ou pas. Alors, je vais tout de suite traiter de cette affaire d'ailleurs, je vais vous donner mon avis. Alors peut-être que je serai démenti dans 15 jours, au second temps du mois de juin. Moi, je pense que j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises et de voir combien le business est aujourd'hui. De l'OTAN, c'est 60%. Donc, connaissant Donald Trump, ça la fidélité aux alliances qui va peser. C'est le côté business et le côté industriel. Donc, mais en revanche, je pense qu'il va retirer beaucoup de forces de l'Europe, les positionner là sur son obsession actuelle, qui est la Chine. Donc en Asie-Pacifique. On l'a vu déjà. On n'a plus de porte-avions, pour le marin que je suis, on n'a plus de porte-avions américains en Atlantique. On en a à peine l'année dernière qui se développe, et on en a à peine en océan Indien, sauf quand il s'agit d'aller taper sur les Houthis. Donc on voit bien que quoi qu'il arrive, il y aura une bascule d'efforts des États-Unis vers l'Asie-Pacifique, et ça, il faut qu'on s'y prépare. Ça fait 15 ans que j'entends les Américains, ça a commencé à l'ère Obama, qui est le premier à développer le concept de pivot asiatique. Eh bien, ça fait 15 ans que les Américains nous ressassent sans cesse le burden sharing, le partage du fardeau, et aujourd'hui, on y est. Donc, il faut que c'est une donnée à prendre en compte. C'est-à-dire que c'est même pas la peine de se poser la question si demain dans l'OTAN ou pas, ils vont nous demander un effort supplémentaire. Et je pense que c'est ce que Donald Trump va nous demander au mois de juin, avec encore plus de brutalité qu'au sommet de 2018, où vous vous rappelez, il avait demandé de manière assez brutale, j'y étais, à tous les pays européens de monter à 2% de l'effort de défense. Alors, dans son esprit, c'est monter à 2% de l'effort de défense, c'est aussi tout du matériel américain, c'est le ticket pour votre sécurité. Donc, ce choc-là, il aura un impact direct pour nous pour plusieurs raisons. Alors, un petit mot sur la Chine. Alors là encore, je vous disais tout à l'heure qu'on ne voyait pas la Chine devenir une puissance mondiale. Et bien ça a changé fondamentalement en 2013 avec le concept des routes de la soie qui a été prôné par M. Xi Jinping, et ces routes de la soie qui sont des routes, qui sont des routes ferroviaires, des routes maritimes, et puis des routes que je n'ai pas réussi à illustrer, qui sont des routes numériques. Ce concept des routes de la soie, c'est un concept formidablement astucieux, parce que c'est un concept d'influence. La Chine, je vous l'ai dit tout à l'heure, est un peu différente quand il y avait la galerie des portraits des agitateurs du monde. Il y avait effectivement la Chine, mais la Chine, elle n'a pas la même agressivité que les autres. La Chine, tout doucement, mais sûrement, avec une force extraordinaire. Ils ont dit, je vais vous dire, l'équivalent de la puissance américaine en 2049, et il ne fait aucun doute qu'ils le seront. Donc des routes de la soie qui sont à la fois, qui répondent à une préoccupation stratégique, c'est-à-dire sécuriser les routes de commerce et singulièrement les transports d'énergie, parce que la Chine a besoin de beaucoup d'énergie, mais aussi une capacité d'influence sur tous les pays qu'ils visitent et à qui ils proposent des budgets. Donc ils font de l'influence par l'endettement des pays. Ce qui est très frappant dans cette volonté d'expansion de la Chine, c'est ce qu'ils font dans cette zone-là, où ils essaient d'acquérir de la profondeur stratégique. C'est-à-dire les mers de Chine, pour eux, sont vitales, et j'y reviendrai tout à l'heure,
mais elles sont vitales parce que depuis qu'ils ont des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, depuis qu'ils ont des porte-avions, eh ben, ils ont besoin de profondeur stratégique qu'ils n'avaient pas. Ils étaient coincés en leur contestation territoriale. Donc, une Chine qui, moi j'ai eu la chance de visiter la marine chinoise en 2014. J'étais revenu à l'état-major en disant si certains sont toujours encore dans l'idée que la Chine va s'éveiller, c'est que on s'est endormi. La Chine a décidé de devenir une puissance sur le plan militaire. Elle a décidé d'être, encore une fois, l'équivalent des États-Unis d'Amérique en 2049 et il ne fait aucun doute pour moi qu'ils y arriveront. Pour illustrer ça, juste un graphique. Je vous disais, la Chine, il faut bien se rendre compte que sur le plan naval, elle n'existait pas en 1990. Elle ne figurait même pas dans le top 10 des marines mondiales. Aujourd'hui, elle est la deuxième puissance mondiale avec 1,5 million de tonnes. Alors elle est encore loin en tonnage des États-Unis, mais elle vient de dépasser les États-Unis en nombre de bâtiments. Alors, la différence, c'est qu'en fait, les États-Unis ont 11 groupes de porte-avions, ça leur fait un gros tonnage, alors que les Chinois n'en sont qu'à leur quatrième. Mais il faut se rendre compte qu'ils ont lancé leur premier porte-avions, qui était un porte-avions ex-soviétique récupéré. Ils l'ont mis en service opérationnel en 2014. Et aujourd'hui, c'est un porte-avions soviétique, donc aujourd'hui, ils sont en train de construire un porte-avions à catapulte électromagnétique et à propulsion nucléaire. Et là encore, je ne doute pas, ils ont déclaré en 2030, ils en auront 6 en 2030. Et c'est une espèce d'avance perpétuelle, mais sans doute l'erreur des Américains, c'est de considérer que le côté militaire. La compétition, elle est vraiment économique et technologique également. Alors juste pour illustrer ce réarmement mondial que j'évoquais tout à l'heure, ces petites courbes. D'abord, un chiffre, entre 1990 et 2023, les dépenses mondiales de défense sont passées de 1 500 milliards de dollars en 1990 à 2 440 milliards de dollars en 2023. C'est-à-dire que, encore une fois, pendant que l'Europe s'était assoupie stratégiquement, ben, le monde serait armé. Sur le plan naval, qui est celui que je connais le mieux, et je pense que la démonstration peut être faite dans les autres milieux, eh bien, on voit les courbes en rouge, c'est les montées en puissance, hein, puisque c'est pardon, les courbes en jaune, c'est montée en puissance, puisque c'est la situation en jaune en 2008 et en rouge en 2030. Eh bien, on voit que effectivement une montée extraordinaire de la Chine, mais pas seulement, et on voit la montée extraordinaire de pays qui sont limitrophes de la Chine, qui ont bien compris que les politiques de fait accompli de la Chine se passaient par sa puissance navale. Et c'est comme ça qu'on voit grimper l'Inde, qu'on voit grimper Taïwan, qu'on voit grimper la Corée du Sud. Juste un truc, en 1990, il y avait une seule marine asiatique dans le top 8 des puissances mondiales maritimes, c'était le Japon. Aujourd'hui, il n'y a plus une à part la Grande-Bretagne et fort pour la France, plus là. Donc un réarmement mondial qu'il faut prendre en compte, etc. Ça veut dire quoi tout ça? Ce retour des stratégies de puissance, ce réarmement, bah, ça veut dire que, en fait, alors qu'on avait dans la période stratégique précédente une espèce de domination militaire garantie, je parle occidental, hein, américain compris, eh bien aujourd'hui on va se retrouver dans un monde qui va être beaucoup plus concurrentiel en termes militaires. Ça veut dire que, et c'est ce que le CEMA essaye de dire en parlant de combats de haute intensité probable, c'est qu'on passer de combats qui étaient plutôt asymétriques avec un avantage technologique important pour les Occidentaux à des combats interétatiques où on aura en face de nous des forces qui seront à notre niveau de technologie. Alors deuxième rupture qu'il faut prendre en compte, c'est, je vous ai dit tout à l'heure que le monde s'était structuré autour des espaces communs, le monde mondialisé, c'est-à-dire que finalement, ces espaces communs, ça transporte les artères vitales de nos sociétés mondialisées. Pour reprendre l'exemple maritime, encore une fois, celui que je connais le mieux, aujourd'hui, 80% de ce qu'on consomme au quotidien est passé par la mer. C'est-à-dire quand vous allez dans votre supermarché ou quand vous allez dans votre rayon d'approvisionnement, de ce que vous avez sur l'étagère est passé sur la mer. C'est dire l'importance de l'augmentation des systèmes d'observation
et puis le cyberespace qu'on connaît, avec une petite caractéristique qui est maritime, c'est que 90% des échanges internationaux numériques passent par les câbles sous-marins. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi ça nous a appelé l'attention. Donc des espaces communs qui sont en train de se conflictualiser et qui font l'objet à la fois d'attaques. Alors c'est vrai sur par exemple, sur les flux maritimes en mer Rouge. C'est vrai dans l'espace où on voit l'espace commencer à se militariser sérieusement. Le traité pour l'espace interdisait les armes de destruction massive, mais il y avait une espèce de consensus international pour dire touchons pas à l'espace, il faut que ça reste un espace de liberté. Ne serait-ce que la dernière américain sur son dôme d'or, ça va lancer une bagarre dans l'espace. Cette bagarre sur l'espace, on la voit déjà. Hein. Les Russes ont des satellites rôdeurs qui nous ont amenés d'ailleurs à réagir par une stratégie spatiale adaptée en 2020. Mais, et puis la cyberespace, c'est aujourd'hui un espace de conflictualité majeure. Alors ça veut dire, alors ça c'est très frappant, ça veut dire que ces flux, ce système de flux qui étaient des systèmes de flux garantis, aujourd'hui, ils ne sont plus forcément. On se rassure, c'est pas facile de couper le maritime, c'est pas facile de couper des réseaux numériques. C'est sans doute plus facile d'attaquer les satellites en espace, quoique. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on peut avoir des perturbations du système international et de nos sociétés par cette pardon, je vais y arriver, conflictualisation des espaces communs. Et ça, c'est quelque chose qui nous a amené à beaucoup à réfléchir à partir de 2017. Ça, c'est par la stratégie spatiale, par des stratégies cyber, par la stratégie des grands fonds marins aussi. Je vous parlais tout à l'heure des câbles numériques, mais c'est quelque chose qui va rajouter aux capacités de défense traditionnelles. Avant 2015, on était sur des capacités de défense qui étaient terre, air, mer, en gros. Ces trois milieux-là, il faut en rajouter trois autres qui sont, alors la mer existe toujours, mais les grands fonds marins, ça devient un problème, singulièrement pour les câbles le sous-marin. Il faut rajouter l'espace, un domaine, mais qui n'était pas un domaine de conflictualité. Puis aux opérations, et puis le cyberespace qu'on a pris en compte depuis 2011. Donc c'est la conséquence de tout ça, c'est un élargissement des missions de défense. Et ça, c'est quelque chose que nos concitoyens, on parle de remise à jour des LPM, ils se disent, c'est assez facile, les LPM augmentent, donc on va voir plus de moyens navals, aériens, terrestres, etc. Il n'y a pas tout à fait, parce qu'en fait, il faut qu'on prenne en compte aussi ces nouvelles conflictualités. Juste un détail concernant la mer. On voit arriver à la mer, qui était un espace de liberté par excellence, eh bien, on voit arriver aujourd'hui des contestations maritimes extrêmement fortes. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Chine. Bien, la Chine a tracé cette ligne. Alors, pour eux, ça s'appelle la ligne en 9 traits. Nous, on appelle ça un peu rigoureusement la langue de bœuf. La Chine a dit tout ce qui est là-dedans, qui est contesté par les différents pays frontaliers, tout ça nous appartient. Et ça nous appartient parce qu'on est les plus forts et que de toute manière, c'est nous qui allons faire la loi du point de vue naval dans cette zone. Alors évidemment, ça explique les contrats d'armement qu'on vient de signer avec l'Indonésie, avec les pays limitrophes qui ne sont pas décidés à accepter cette situation. Je l'ai dit tout à l'heure, la Chine va acquérir quand même une puissance extraordinaire et ça va la contrer. Il ne faut pas aller aussi loin que ça pour voir les contestations maritimes, également Méditerranée. La Turquie, qui n'a pas de grande zone maritime, puisqu'elle est bloquée par un certain nombre de pays comme la Grèce et Chypre, a dit moi, je vais définir une nouvelle zone maritime qui m'appartient. Et ce qui m'appartient, c'est tout ce qui se passe entre la Turquie et la Libye. Et là, alors elle n'a pas signé le traité de Montego Bay sur la gestion de la haute mer. Et là, elle vient contester, parfois par la force, hein, avec des bâtiments de forage escortés par sa marine, qui devient également, j'ai cité tout à l'heure les marines indo-pacifiques, on a en Méditerranée des marines qui deviennent extrêmement importantes. La marine turque est en train de devenir une marine importante, la marine algérienne est une marine importante, la marine égyptienne est une marine importante.
Donc, on a des contestations, et tout ça, pourquoi? Parce qu'on a trouvé du gaz, et ça intéresse tout le monde. Et pour finir sur ces espaces communs et la conflictualisation, un petit arrêt sur image sur l'Arctique. Alors, l'Arctique n'est pas encore un théâtre accessible, on n'en est pas à l'ouverture permanente des routes, mais ces routes-là, elles vont permettre de contourner tous les détroits et de raccourcir le temps de trajet si elles s'ouvrent définitivement, ce qui intéresse d'ailleurs beaucoup la Chine. Mais c'est surtout que la fonte des glaces autorise l'accès à des zones potentielles d'extraction de terres rares, de pétrole, de gaz, etc. Et la bagarre a déjà commencé. Alors, on n'en est qu'aux escarmouches, mais quand vous voyez cette carte, les États-Unis, sa frontière, c'est là. C'est-à-dire que la frontière arctique des États-Unis, qui encore une fois va devenir un théâtre stratégique majeur, c'est ça. Il ne faut pas s'étonner que lui, il aimerait bien avoir ça en plus. Parce qu'en fait, les deux grandes puissances arctiques aujourd'hui, c'est la Russie et le Canada. D'où tout ça pour vous expliquer un peu le cheminement de Donald Trump quand il parle du Groenland. Donc, deuxième rupture, c'est cette configuration des espaces communs. La troisième rupture, je vais aller un peu plus vite sur les quatre ruptures suivantes, c'est ce que j'appelle la dark war, c'est-à-dire les stratégies ce qu'on appelle dans le grand public des stratégies hybrides, c'est-à-dire toutes les stratégies qui se trouvent en dessous de la conflictualité, mais qui permettent de déstabiliser les sociétés adverses, et dans les sociétés adverses, les nôtres occidentales qui sont ouvertes, qui ne sont pas fermées et qui sont très sensibles à ces stratégies hybrides. Alors, on peut donner des exemples. La cyber, j'en ai déjà parlé. La manipulation de l'information, vous avez ici un bel exemple d'intox des Russes au Mali, avant qu'on en parte, où ils faisaient des mises en scène, où on voyait des soldats français jonchés sur des tonnes de lingots d'or, comme si le Mali avait des tonnes de lingots d'or. Mais enfin bon, mais ça marche, hein, ça marche. Ça marche dans les populations, et c'est des choses qui sont reprises à des milliers de vues. Évidemment, cette planche, c'était, regardez bien, les Français sont là pour piller et nous, on est là pour vous protéger. L'emploi des milices, j'en ai déjà parlé. Des choses comme, par exemple, ici, j'ai voulu illustrer l'attaque de pétroliers dans le détroit d'Ormuz en 2019. Tout le monde savait qui c'était l'Iran. Personne n'a été en mesure de le démontrer. Il y a une dizaine de pétroliers qui ont été attaqués. Ça a eu un effet immédiat qui a été de ralentir le transit pétrolier. Et ça a eu un deuxième effet immédiat, c'est qu'on a dû déployer une flotte pour protéger le trafic pétrolier d'Ormuz. Ormuz, il a une caractéristique par rapport à Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb, c'est les outils, c'est le détournement des flux maritimes, mais les flux maritimes, ce sont par le sud de l'Afrique. Bab el-Mandeb, c'est incontournable. Et c'est, en tout cas pour l'Europe, 20% de notre pétrole qui vient de... Donc, des manœuvres comme ça, qui ne sont pas des manœuvres de guerre, pas déclarées, ça peut sur nos sociétés, et comme la mondialisation fait que sans stock, sur les pompes à essence, sur la société, sur l'agitation sociale, etc., etc. Dernier point, je vous en ai parlé, ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, un peu, les câbles sous-marins, je vous l'ai dit, c'est 99% des communications Internet intercontinentales. Si on fait attention à ces câbles sous-marins, c'est que nous avons vu, nous Français, en 2015, en particulier, c'était le début, des navires russes, sous-marins et bâtiments de surface venir s'intéresser de très près au positionnement des câbles sous-marins. Et là, on s'est dit, ils sont en train de préparer quelque chose. Donc, on ne sait pas ce qu'ils préparent, mais en tout cas, ils ont fait une cartographie assez exacte de tous les câbles sous-marins. Comme pour les flux maritimes, il ne faut pas être trop inquiet. C'est-à-dire que si on coupe un câble sous-marin, il y en a beaucoup d'autres. Il faudra arriver à une type de câbles sous-marins en même temps pour que ça devienne vraiment embêtant. Mais comme on parle d'un système, là encore, de flux saturé, eh bien, on peut arriver à déstabiliser en coupant une partie de l'information numérique. J'ai sorti ça de West France. La Chine a dévoilé un robot coupeur de câbles sous-marin qui peut aller jusqu'à 2000 mètres sous la mer. Donc,
infrastructure maritime sous-marine, elle a commencé. Et donc, ça nous a amené, nous, France, à développer cette stratégie que j'évoquais tout à l'heure, de maîtrise des grands fonds marins. Il n'y a pas que les câbles sous-marins les câbles numériques qui sont concernés par cette évolution, puisque, on l'a vu en Baltique dernièrement, le fond des mers se tapisse actuellement de câbles électriques. Et c'est tous les câbles qui relient les pays singulièrement dans la Baltique. Le fond de la Baltique, est tapissé de câbles sous-marins. On a vu des pétroliers russes faire 30 nautiques, faire 60 km en laissant traîner leur ancre sur le fond. Vous assurez que ce n'est pas un réflexe de marin de laisser son ancre traîner sur le fond. Donc c'était vraiment délibéré. Donc c'est vrai. Je rappelle aussi qu'on a eu les affaires Nord Stream, donc les explosions de gazoducs. Ce qui est moins connu, mais qui est paru dans la presse libre, c'est que les Norvégiens se sont fait dérober 21. Bon, câble expérimental, câble expérimental, ça veut dire un câble d'écoute, hein, en clair. 5 km de câble sous-marin, c'est 9 tonnes. C'est-à-dire que quelqu'un est venu dérober 9 tonnes de câbles. La nef qu'on soupçonne, et les yeux se tournent vers parce qu'on sait que la Russie a développé un système de bâtisse qui transporte clampé sous nucléaire lanceur d'engin ancienne génération. Donc, c'est une guerre qui est en train de se mettre en place. Et d'ailleurs, la plupart des pays font aujourd'hui ce qu'on appelle la seabed warfare, c'est-à-dire la guerre du fond des mers. C'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Et là-dedans, d'ailleurs, je n'ai pas positionné une autre menace qui est importante, qui est celle des mines. Les mines maritimes, c'est vraiment une menace importante. Avec une dizaine de mines, vous paralysez un port pendant 15 jours. C'est-à-dire le temps de nettoyer un chenal d'accès. Et comme je vous ai expliqué que les flux maritimes étaient tendus, eh bien, vous arrivez là encore à avoir une stratégie hybride, peu chère, parce que c'est la caractéristique des stratégies hybrides, mais terriblement efficace en termes de déstabilisation. Alors, je vais passer vite là-dessus. Les 3 dernières ruptures, ce n'est pas franchement des ruptures militaires, mais elles concernent nos sociétés. La première rupture, c'est ce que j'appelle l'entrée dans l'âge de l'impatience. Et c'est quelque chose qui est très important parce que vous avez, et ça j'ai vécu quand j'étais à l'Élysée, vous avez aujourd'hui un combat permanent entre le temps sociétal, qui est un temps de terme, c'est-à-dire qu'on veut avoir des résultats très rapides, comme le temps sociétal est de très très court terme, le temps politique devient de plus en plus de court terme. Or, quand on veut faire des stratégies de défense, stratégie environnementale, stratégie industrielle, eh ben, il faut se placer dans le temps long. Et le temps long, c'est 30 ans. Et quand je dis ça, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se trouve à l'état-major particulier du président de la République et qu'on doit discuter avec le gouvernement, c'est une bagarre de tous les pour imposer le temps long. Quand on prend un programme comme le Rafale, il ne se fait pas en 5 ans. Il faut de la prospective. Or, le combat budgétaire, eh ben, il se livre dans le court terme aujourd'hui. Et c'est bon à mener, ce n'est pas seulement vrai dans le domaine de la défense, dans tous les. Le combat, il est extrêmement important. Mais qui sont en tout cas dans le très court, mais dans la délivrance des faits sociétaux, et puis un Élysée qui aujourd'hui, lui, essaye de maintenir une stratégie Juste un mot sur la fulgurance technologique, là, très vite, parce que c'est un sujet que vous dominez bien, mais la fulgurance technologique, c'est quelque chose qui nous oblige également à nous adapter. On est jusqu'à maintenant sous l'effet de la loi de Moore, en gros, il dit divisé par 2, et de l'intelligence artificielle. Vite, vous êtes au premier plan. Donc, un certain nombre de questions, et dans les questions que ça va poser, alors la cyber, j'en ai déjà parlé, les affaires de cyberdéfense, on les a déjà pris en compte, donc ce n'est pas un problème. Il y a la dronisation, on n'est pas au bout de notre travail sur la dronisation, sur la mixité des forces entre les bateaux, les drones marins, les avions, les drones aériens, etc. Donc c'est quelque chose qu'on va être obligé de prendre en compte également. Et puis dans le domaine de l'intelligence artificielle,
notre prochain challenge, qui va être très important, c'est de savoir jusqu'à où on va laisser l'intelligence artificielle gérer le combat. Alors, notre morale occidentale nous fait dire instinctivement il n'est pas question que ce soit l'intelligence artificielle qui décide des cibles et qui décide de qui doit mourir et qui doit. C'est vraiment je pense, ce genre d'état d'âme. Donc, poser la question des robots tueurs, très clairement. Quand je dis robots tueurs, c'est pas seulement à pied, c'est aussi aérien et naval. Et là, très clairement, cette fulgurance technologique, ça va nous obliger à mettre en place du droit international autour. Dernier point très rapide, le dérèglement climatique. Il ne faut pas sous-estimer les effets du dérèglement climatique sur les affaires stratégiques. C'est quelque chose qui aujourd'hui est très bien intégré. Le dérèglement climatique, c'est demandé. Ça va être la montée des eaux qui va brouiller les frontières. Je lisais l'autre jour une déclaration du Bangladesh disant si la mer monte d'un mètre, et c'est ce qui est prévu aujourd'hui à l'horizon 2100, eh bien on va évacuer des millions de personnes. Les Indonésiens commencent à évacuer des villes, c'est vrai aussi dans l'Indo-Pacifique, donc des frontières. Si par l'effet du dérèglement climatique, une augmentation de la sahélisation de l'Afrique, donc des flux migratoires de plus en plus importants. Ce ne seront pas d'ailleurs forcément des flux migratoires vers l'Europe ou ailleurs. Les premiers flux migratoires africains, ils sont intra-africains. Mais en tout cas, ça va bouger. Et puis, sur le domaine de la pêche, où on a un problème de surpêche, mais on a aussi un problème des océans qui fait que la ressource risque de devenir de plus en plus rare. Alors, pour terminer, avant de passer, de donner un peu de... Donc, ces six ruptures-là, encore une fois, elles sont pérennes. C'est-à-dire qu'on va changer de modèle, on n'est pas dans une crise. Il y a certains, quand j'entends certains commentateurs politiques qui disent on est dans une crise, et puis dire on est dans une crise, c'est rassurant, parce que ça veut dire demain, ça reviendra comme avant. Ben non, non. C'est un autre modèle qui se présente devant nous, et ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à ce... Bien sûr, c'est déjà fait, et ça a été partie de mon travail à l'état-major de 2017, et je vais y revenir tout de suite. Mais en tout cas, il faut qu'on réfléchisse à ces nouveaux modèles-là. Il ne faut pas qu'on y aille dans la défaite. Ce n'est pas parce qu'on a des nouveaux concurrents qu'on est singulièrement devenu mauvais. Mais donc, défi pour nous. On a un défi, et ce que je voudrais vous dire en conclusion, je crois qu'on est capable, nous en France et nous Européens. Pour poser deux questions, c'est toujours pratique de faire les questions et les réponses. Ça me rappelle Georges Marchais. Enfin bon. Donc, la première question, c'est est-ce que la France est toujours une puissance? Oui, oui. Je suis atterré, moi, aujourd'hui, quand j'entends certains commentateurs venir nous expliquer qu'on est une puissance. Alors, j'ai voulu illustrer les forces de dissuasion avec un CNLE et un Rafale, et je vous dis qu'à chaque fois que quelqu'un me dit on n'est plus une puissance technologique, je dis allez donc voir chez Dassault ou allez voir chez Naval Group, on n'est pas une puissance technologique. On est dans ce domaine-là, mais ce n'est pas seulement le domaine civil. On a un accès à l'espace, on a un accès à la technologie, on a une des deux compagnies aériennes les plus puissantes au monde. Donc, il ne faut pas tomber dans ce misérabilisme. Oui, ça va être plus compliqué. Oui, ça va être moins confortable qu'avant. Mais oui, cet aspect technologique, il est essentiel. Alors ça va être une bagarre pour garder le niveau par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la fulgurance technologique. Deuxième raison pour laquelle on est toujours une puissance, notre siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, alors je suis président d'un public, mais en fait, ça j'ai pu le mesurer, nous avons une capacité à délivrer, c'est-à-dire à prendre des solutions aux problèmes du monde. Et en plus, un côté plutôt sympa, la France, c'est qu'on est belliqueux avec personne. Donc on est entendu. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays dans le monde qui n'ont pas envie de se retrouver entre l'enclume russe et le marteau de l'OTAN, ou entre l'enclume chinoise et le marteau américain. Donc la voie du multilatéralisme, elle porte encore.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf et pas prendre en compte tout ce que je viens de vous dire, mais il faut continuer à prôner le multilatéralisme, parce que sinon on va rentrer dans une spirale de conflictualité dont on ne sortira pas. Et en plus, ce n'est pas ce qu'attendent la plupart des pays. Pourquoi aujourd'hui les pays font appel à la France dans l'Asie-Pacifique? C'est parce qu'on a une voix qui porte. Donc il faut arrêter de se voir en noir et de temps en temps, il faut essayer de se voir en blanc, si je puis dire. Ce qui nous donne également la voix au chapitre, c'est, alors ça c'est le marin qui parle, mais c'est notre zone maritime mondiale. Alors je ne vais pas vous faire les 11 millions de kilomètres carrés, tralala, on est une puissance sur laquelle le soleil ne se couche jamais, ce qui est vrai par ailleurs, mais territoires ultramarins, parce que c'est d'eux dont je veux parler, ces territoires ultramarins, ils nous donnent une force extraordinaire. Grâce à eux, on est voisins du monde. C'est-à-dire que moi, quand je me déplaçais comme chef d'état-major, j'accompagnais les gens dans leurs déplacements, il n'y a pas un pays où on se présentait en étranger. On était toujours le voisin, encore une fois, plutôt le voisin sympa qui n'était pas belliqueux, et puis encore une fois, avec des capacités d'influence positive sur les organisations. J'ai également dans ces attributs de puissance la francophonie qui reste, même si elle peut paraître un peu moins forte qu'auparavant, qui reste un atout. J'ai voulu illustrer les valeurs, nos valeurs françaises qui sont également un exemple. Et puis, il ne faut jamais sous-estimer qu'aujourd'hui, la France, à chaque fois qu'elle se dépasse quelque part, elle est vue comme la France, mais elle est aussi une puissance économique et monétaire extrêmement renommée. Donc, oui, non, nous ne sommes pas une superpuissance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se comparer, et en particulier dans le domaine de l'énergie, je reviendrai, on ne peut pas se comparer aux Américains ou aux Indiens ou aux Chinois en raison de notre masse. La réponse est peut-être derrière moi dans le drapeau européen pour avoir la masse nécessaire en termes technologiques, et je pense qu'il faudra qu'on multiplie les efforts d'intégration industrielle et technologique au niveau européen sans rien perdre de notre souveraineté. Mais en tout cas, on a un petit travail à faire là-dessus. Mais en tout cas, on va se retrouver dans un monde de confrontation économique et technologique avec les États-continents. Les États-continents, c'est les États-Unis, la Chine, l'Inde, à une moindre mesure la Russie. Mais on voit bien que ça va être ça l'espace de confrontation économique et technologique. Et je pense qu'il faut qu'on valorise nos atouts, et la maison d'assaut en est un très clairement, mais il faut aussi qu'on regarde au niveau européen comment on acquiert la masse pour faire face aux États-continents qui ont un marché interne extrêmement important. Et pour conclure, une dernière question. Sommes-nous prêts à affronter ce nouveau monde? La réponse est oui. Et oui, on n'a pas attendu 2022 pour se poser toutes les questions que je viens d'évoquer. On a adapté notre organisation. Je rappelle que le Conseil de défense hebdomadaire, quand j'étais l'adjoint en particulier de Jacques Chirac, on faisait un Conseil de défense tous les quadrimestres, c'est-à-dire tous les 4 mois. Ce Conseil de défense avait pour objet uniquement les opérations extérieures militaires. Après, je suis arrivé le 2016 auprès de François Hollande. Le lendemain, on a eu les attentats de Nice. Et le président Hollande a décidé de faire passer le Conseil de à un rythme hebdomadaire. Ça nous a piqué un peu à l'époque, puisqu'il fallait passer de 4 mois à une seule. On traitait à la fois les affaires extérieures et les affaires de sécurité. Et puis, quand le président Macron est arrivé en 2017, il m'a demandé est-ce qu'on reste au rythme hebdomadaire, et je lui ai suggéré alors, on n'était pas nombreux à dire que oui, parce que la charte, même, mais je lui ai dit maintenant, tous les de défense. Ça traite des affaires de sécurité et ça souveraineté. Câbles, espace, tout ce qu'on peut imaginer. La deuxième raison qui nous différencie un peu de nos alliés européens, qui eux ont pris un véritable coup de massue avec les déclarations et l'attitude de Donald Trump, eh bien, c'est qu'on a une dissuasion. Et ça change fondamentalement notre approche de sécurité. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ça fait 15 ans, non plus que ça, puisque ça a commencé en 95, pardon. Ça fait 30 ans qu'on propose aux Européens de réfléchir ensemble sur l'apport de la dissuasion française
à la continent européen, et seulement maintenant, et seulement après le clash Zelensky-Trump, qui viennent nous voir en nous demandant, mais tiens, ça serait bien qu'on en parle. Et nous, ça nous met forcément plus confortable d'avoir la dissuasion aujourd'hui, puisqu'on ne dépend pas des Américains. Je rappelle que les Britanniques dépendent des Américains pour leur dissuasion. Je rappelle aussi d'ailleurs qu'il y a 5 pays au monde qui ont, pardon, 4, je vais dire 5, mais 4 pays au monde qui sont capables de faire une force océanique stratégique, la Chine, la Russie, la France. Tout ça pour répondre à la question, est-ce qu'on est soudainement devenu minable? Et la réponse est non, bien sûr. Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est l'objet le plus complexe au monde avec 1 million de pièces à faire. Donc, on a amélioré notre défense en profondeur, je mets ici, sur le cyber, le spatial, les fonds marins, la résilience, c'est-à-dire tous les sujets. Les drones restent un vrai sujet. On était parti il y a quelques années sur des drones plutôt lourds et on voit aujourd'hui traîne. Là, il faudra sans doute qu'on ait une petite évolution. Les LPM ont été cohérentes et en tout cas ont correspondu à la prise de conscience de ce changement. La sortie de l'assouplissement stratégique, c'est autour de 2015, et depuis avec des lois de programmation militaire qui finalement ne font que rattraper ce qu'on avait lâché depuis la guerre froide. Et pour terminer, des armées qui sont très opérationnel avec des matériels de qualité. Hein. Je le dis souvent à le groupe et je le dis souvent d'assaut, ce qui nous permet d'avoir des armées crédibles et opérationnelles, c'est la qualité de nos matériels nationaux. Parce que là encore, on est capable de développer tout seul sans devoir dépendre de quiconque. Et puis c'est la qualité de nos gens, bien sûr, qui sont exceptionnels. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, en termes de crédibilité opérationnelle, on est probablement, je ne veux pas dire au niveau des Américains, ça serait sans doute un peu prétentieux, mais il y a des domaines où on est largement meilleur que les Américains. Donc on est en tout cas, on a des armées très opérationnelles, assorties d'un petit mais, c'est-à-dire que les armées qu'on est en train de construire, l'élargissement du domaine de la défense fait qu'aujourd'hui on est toujours au format de 2013. C'est-à-dire le format qui avait été défini à l'aube du changement stratégique. Et ça va être tout l'enjeu des années à venir, qui va être de dire c'est quoi le bon format pour les armées françaises pour faire face à ce nouveau monde. Moi, je pense que ça ne va pas être un format qui va exploser, c'est un format qui va être qui doit prendre en compte toutes les menaces, parce que finalement, les menaces sont importantes, et qu'il faudra augmenter un petit peu. Et puis, dans notre réflexion, c'est ça, c'est-à-dire, j'ai encore mis des années parce que pour l'instant, l'OTAN n'a pas flanché. Et j'entendais il n'y a pas longtemps l'amiral Vandier, qui est le SACTI, le Supreme Commander Transformation. Et donc l'OTAN donne toujours, malgré les phrases de Donald Trump, on peut se poser la question de la fiabilité de l'engagement américain. Moi, je me pose plutôt la question du volume d'engagement qu'ils seront capables de mettre au profit de notre sécurité, alors qu'ils ont gros morceau, si je puis dire, avec la Chine. Donc, ça sera une réflexion. Et puis, il nous reste ce devoir-là, qui est celui de l'Europe. Jusqu'à maintenant, on a bâti une Europe de la défense en faisant très attention de ne pas fâcher les Américains. Depuis une dizaine d'années, les Américains ont convenu que la défense européenne était bonne pour leur sécurité. Donc maintenant, on peut parler de pilier européen de l'OTAN sans fâcher quiconque. Mais il faudra de toute manière qu'on réfléchisse notre stratégie d'ensemble, si je peux dire, européenne. On a commencé à le faire avec la boussole stratégique en 2022, mais il faudra qu'on ait une autre. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, si je peux me permettre une image sans doute exagérée, on faisait l'Europe de la défense en prenant des briques et puis en les posant les unes sur les autres en espérant que ça fasse un mur cohérent. Ça a été la coopération structurée permanente, ça a été l'initiative européenne d'intervention, ça a été le Fonds européen de défense, etc. Aujourd'hui, réfléchir à l'architecture d'un mur et puis mettre des briques en fonction. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du bottom-up, et regarder l'horizon ensemble, si je puis dire.
Terminé, je suis désolé, j'étais un petit peu.